Donc, comme certains sont déjà intervenus maintenant et aujourd'hui, je vais pas vous donner la parole tout de suite. On va d'abord faire un peu circuler plus la parole pour les trois personnes qui ne sont pas intervenues pour leur demander une réaction par rapport au thème de la journée, une réaction par rapport aux interventions précédentes. Et puis après, on pourra poser des questions et discuter tous ensemble. Donc, peut-être Patrick Bounet, qui travaille à l'Institut d'astrophysique spatiale ici à Orsay, qui est chercheur CNRS. Peut-être justement une réaction sur le thème ou sur les interventions de la journée, comme tu veux, pendant quelques minutes. Bon, faudra me couper quand ce sera, parce que sinon on peut partir très loin, mais c'est super journée au cours de laquelle j'ai entendu plein de choses que je connaissais déjà, mais aussi plein de choses que je ne connaissais pas ou avec des regards complémentaires, parfois en opposition, parfois le plus souvent en accord, avec ce que j'ai pu développer au cours de ma carrière, de mes observations, mes analyses, qui se situent non seulement dans le CNRS, mais au sein du SNTRS-IGT, au sein du Cercle pour la défense du rationalisme à l'Université Paris-Saclay. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui en particulier. Et comme on a réfléchi sur certaines pistes, ça nous permet de cadrer un petit peu au nom de qui je parle, enfin de quoi, pourquoi j'interviendrai spécifiquement sur certains aspects. Je suis heureux que tu sois intervenu, Bruno, sur l'évaluation, parce que je pense que c'était un des aspects qui n'ont pas été suffisamment abordés au cours de la journée. En ce qui concerne un moyen de piloter les sujets de recherche, on a beaucoup parlé des financements, des appels à projets, mais on n'a pas parlé de l'évaluation. Qui fait l'évaluation? Déjà, l'évaluation des projets qui sont proposés à des appels à projets. Qui fait l'évaluation des recherches, des formations, des enseignements? Qui pilote et qui décide? Donc ça, le HCERS, on en a parlé là, et bon, voilà, on avait une victoire là, avec la suppression, une petite victoire qui fait que ça donne un nouveau cœur. Bon, mais bref, on va continuer à se battre. Et il y a donc un autre aspect, un autre outil, j'appellerais même ça une arme, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, qui constitue vraiment de graves entraves à la recherche, voire aux formations et aux libertés académiques, ce sont les ZRR, le développement des zones à régime restrictif, qui sont donc à une labellisation de zones. Ça tend à devenir un laboratoire dans lequel il y avait des données informatiques, enfin des données scientifiques sensibles, ou des expérimentations biologiques, physiques, n'importe lesquelles sensibles. Ça tend donc à passer de ça à tout un laboratoire, tout un bâtiment, voire tout un. Je crois que l'INRIA est dans le collimateur du gouvernement pour devenir ZRR à part entière. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les recrutements, toutes les visites, même toutes les entrées-sorties de ces zones sont soumises à acceptation, accord du fonctionnaire sécurité défense. Le plus souvent, le haut fonctionnaire situé au niveau du ministère. Et je pense que là, il va falloir qu'on lutte, qu'on s'exprime et qu'on s'organise aussi pour essayer de freiner, parce que dans le contexte de militarisation à outrance, c'est compliqué, mais je pense il faut nous défendre. Et il y a un cas, dont je vais parler aujourd'hui, on a une chercheuse du CNRS, biologiste, qui devait venir à l'ICMO, voilà, qui travaille en collaboration avec des collègues de l'ICMO depuis un certain temps. Sa mobilité a été acceptée par le CNRS, et patatras, paf, lettre de la présidente de Paris-Saclay, le haut fonctionnaire en sécurité et défense du ministère refuse. Vous avez le droit de faire un recours, blabla. Donc évidemment, quand on en discute, bon, militante écologiste, ah, bah oui, bah les avocats qui nous aident à la CGT nous ont dit ne cherchez pas plus loin. Mais par contre, si vous voulez avoir les infos, le seul moyen possible, c'est d'aller au tribunal administratif. Là, peut-être qu'on aura les infos officielles, en tout cas. Donc là, si j'avais disons voilà, je ne vais pas répéter ce que je viens de dire, mais il faudra qu'on discute, qu'on se mette en ordre de bataille. Je reviendrai plus tard après éventuellement sur d'autres, la piste de la défense des statuts mordicus du personnel fonctionnaire, de notre point de vue.
Non à la contractualisation, la fin des appels à projets, sauf sur les très grands projets spatials et très grands équipements, et puis dans d'autres pistes éventuellement après. Je vais laisser la parole à mes collègues. Donc, Pascal Mogis, hydrogéologue, tu es chercheur au LSCE, Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, et tu fais partie du Centre Climat Société de l'IPSL. Voilà. Et donc, toi aussi, une réaction soit sur le thème de la journée, soit sur les interventions précédentes. Ok, merci pour l'invitation déjà, hein, parce que je ne suis pas spécialiste du sujet, mais je suis connecté à la question liberté académique parce que je fais beaucoup d'expertise et je travaille là-dessus. J'ai été usager de l'expertise et de la production, l'expression de la connaissance scientifique quand j'étais chargé de mission à l'Institut national de l'eau. Je dans les détachements, ce qui a éveillé vraiment ma sensibilité sur la façon dont la recherche était produite, sélectionnée, et puis aussi restituée. Et j'ai vécu des deux côtés. Et une des grosses difficultés, c'était effectivement les rapports de force et les enjeux politiques qui freinaient la parole, voire qui se tordaient ou qui l'interdisaient pour différentes raisons. Et en fait, pour avoir un des enjeux pour la prise de décision, était d'avoir la bonne information. Pour avoir la bonne information, il fallait arriver à la faire émerger ou permettre aux gens de s'exprimer. Ce qui est compliqué, voilà, c'est encore plus compliqué aujourd'hui. Au départ, moi, je pensais que, enfin, moi, mon vécu, c'est d'abord, dans l'exercice de la liberté académique, c'est la capacité à travailler. Et bon, ça a été dit, en fait, il n'y a pas grand-chose qui avait été dit aujourd'hui, d'ailleurs, c'est non, je travaille ici, je n'ai quasiment pas rien à dire. Et il me reste encore de dernière mois, j'en laisse un petit peu. Mais voilà, c'est-à-dire c'est l'impossibilité concrète, pratique, d'avoir les moyens de travailler sur des sujets émergents, politiquement incorrects ou controversés. Et là, c'est vraiment zéro budget, voire interdiction de s'exprimer, non-invitation ou silenciation de la parole, parce que bon, je suis pas toujours du bon côté du micro quand il s'agit de parler de choses qui sont différentes, notamment dans les étudiants, sur la montée du niveau marin, ou sur les usages de l'eau, sur et le scénario climatique. Bref, c'est très compliqué encore aujourd'hui. C'est pas arrangé, je ne peux pas. Et là, on est face à un ultralibéralisme de recherche qui est en interne du système absolument destructeur de l'originalité de la pensée, en fait. Hein. On peut penser très bas. Et donc, par rapport disons, à ce qu'on peut faire, bon, tout a été dit, mais je soulignerai quand même l'importance de la formation, de connaître ces problèmes-là. Aujourd'hui, je pense que bon, on a tous appris quelque chose, j'imagine, avec un point de vue, une discipline de l'un ou de l'autre. En discutant avec les collègues, notamment chez nous, on a un groupe de jeunes qui essayent de se mobiliser, de comprendre un petit peu et s'impliquer, et ils ont peur. Ça n'a pas qu'à son endroit, il y a beaucoup d'idées reçues. Donc, clairement, ils ont organisé des trucs, des réunions d'information. Je pense qu'il faut vraiment fonder, miser sur la formation de nos collègues, des jeunes et les collègues, c'est aussi des élus, hein, des conseils de laboratoire, c'est des collègues, etc. C'est même nos chefs, en fait, qui ne sont pas forcément au clair sur ce que c'est que le pain de la liberté académique, la différence entre liberté, disons, académique ou de publication en tout cas, et puis qu'est-ce que c'est que les régimes pénaux. Qu'est-ce qui se passe si jamais il y a une procédure bâillon? Voilà, moi je pense qu'il y a une grosse méconnaissance et donc un besoin vraiment de faire émerger cette prise de conscience à tous les niveaux. Et donc organiser les formations, débrouiller en fait les concepts, c'était fait en bonne partie aujourd'hui, hein, ce matin, hein, sur la neutralité, le droit de s'exprimer, la liberté d'expression et d'opinion versus le devoir de réserve, c'est expliqué pas bien, je dirais, par l'avis du commerce récent, et de façon à ce que les gens ne sous-estiment pas la situation qui est. Voilà. Alors, j'insiste aussi sur le problème de la précarité, hein, clairement, et des statuts, ça a été dit, hein, mais quand on est précaire, on ne se mobilise pas. Et moi, ça me rappelle des cas très concrets d'une jeune collègue qui, à un sommet de la JU, donc américaine, je sais un énorme truc, je crois que c'était pas fausse de nuit. Ils avaient déroulé une banderole sur des vidéos de PCR, disant il faut en prendre l'avion chercheur, par exemple, un truc comme ça. Bon, voilà. Et donc, elle a été mise à pied 2 jours plus tard. Voilà. Et donc, blacklisté aussi. Donc, sa carrière scientifique, c'est fini là, avec une action parfaitement dérisoire.
Et s'il avait eu un statut, bon, je sais pas, en tout cas en France, s'il avait eu un statut, elle n'aurait pas été très inquiétée, quoi. Donc vraiment, la précarité, c'est un obstacle. Nous, on doit être vigilants en tant que chercheurs, hein, quand on développe, quand on fait des propositions, quel est le niveau de précarité qu'on va imposer, enfin, pas nous, mais mettre en œuvre sur nos collègues. Voilà, d'autres choses. Voilà. Merci. Donc, Eric Guilardi, directeur de recherche, membre de l'IPSL, et aussi membre du COMEX, qui a rédigé cet avis sur l'engagement, entre autres. Donc, soit une réaction à la journée, au thème, et puis après, on pourra soit reparler du COMEX dans un second temps, ou tu peux développer maintenant. Merci déjà pour cette invitation. Désolé, j'ai pu être là que cet après-midi. Mais bon, ce que j'ai entendu beaucoup de choses effectivement intéressantes que j'avais déjà entendues, des nouvelles. Moi, ce que je comprends de la liberté académique, il y a plusieurs dimensions. Il y a la liberté de recherche, la liberté d'enseignement, la liberté d'expression. Peut-être d'autres façons, enfin, en gros, les trois grands domaines, ça a été abordé par un certain nombre d'entre vous. Moi, celle qui va peut-être m'intéresser un peu plus, et celle sur laquelle on a travaillé, c'est celle d'expression au METS. Et alors, ça a été montré, il y a beaucoup de stratégies pour entraver l'une, l'autre, ou les réduire. Hein. Je ne vais pas revenir dessus, il y a des gens bien plus experts que moi sur ces questions. Alors oui, déjà rappelez-vous, moi je suis climatologue, je ne suis pas du tout expert en SHS, hein, et ça. Donc, parfois, voilà, il y a le syndrome de l'imposteur n'est jamais très loin. Et donc, c'est pour ça que j'apprécie énormément ce travail qu'on a fait au COMEX, puisqu'on est 12 de disciplines très différentes. Hein, Mathias en fait partie et a été d'ailleurs co-participé à cet avis. C'est aussi, et donc, il y a vraiment besoin de ces différents regards, je pense, pour être pertinent, parce que c'est des sujets, on l'a vu, extrêmement complexes. Et donc, on s'intéresse à cette question de l'engagement public, déjà en le définissant, qu'est-ce que c'est exactement. Il y a eu beaucoup de temps à choisir le terme, hein, donc ça a été dit, les mots ont leur importance. Donc, on a défini engagement public à partir du moment où il y a une parole publique d'un scientifique en tant que scientifique qui pousse à l'action. Donc, c'est différent de la communication scientifique, ça va être différent de l'expertise scientifique où on répond à une demande. Voilà, quand on fait, par exemple, j'ai eu la chance d'être dans l'aventure du GIEC il y a une dizaine d'années. Quand on est au GIEC, on fait de l'expertise. Les pays nous posent une question, qu'est-ce qu'on sait sur le changement climatique? On travaille pendant 4 ans, on répond. Là, c'est différent, c'est le chercheur qui va aller s'exprimer dans les médias, ailleurs, en disant, voilà, il faudrait arrêter de prendre l'avion, je ne sais plus qui le disait, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, il faudrait arrêter de mettre des pesticides. Donc, et alors, ce n'est pas une question nouvelle, les chercheurs qui s'engagent, hein, très clairement, il y a un long historique, je ne vais pas revenir dessus, mais il nous a semblé que c'est une question renouvelée. Et pourquoi j'en parle dans le cadre de liberté académique? Parce que souvent, on va entendre des discours comme quoi, oui, les chercheurs, de toute façon, ils sont tous, ils ont un agenda politique, ils sont politisés, ils viennent nous dire comment on devrait vivre, ce qu'on devrait faire, etc. Donc, il y a là, il y a une tension. Il y a aussi une tension au sein des laboratoires. Hein, chez nous, on l'a vécu très clairement, c'est ça qui m'a poussé à m'intéresser à cette question. D'un côté, des chercheurs qui disent non, non, mais nous, on est là pour établir les faits, on se désintéresse de comment la société s'en empare, hein, avec neutralité, hein, je vais revenir. Et d'autres qui disent, comme notre collègue LGU, mais non, non, il faudrait qu'on soit tous dans la rue, manifester, voilà. Et donc, il y a des tensions. Et c'est ça qui nous a intéressés. Hein, la question éthique, ça vient de tension de valeur. Donc en fait, déjà, tord de quoi cette histoire de neutralité? Ça a déjà été dit, mais le répéter, c'est que la neutralité n'a pas de sens, puisque ça veut dire qu'on vit dans un monde éthéré sans valeur. Et heureusement, c'est faux. Hein, on est tous, en tant que chercheurs, et ça a été largement montré par des Longiveau, des Latour, et des premières parties de Latour, hein, largement montré que quand on est un être humain, on agit en société, et donc forcément, il y a des valeurs qui portent, heureusement. Et donc, plutôt que de prétendre qu'elles n'existent pas, d'avoir conscience de ces valeurs, et puisque forcément valeur il y a, et de les dire. Souvent, il n'y a rien à cacher. Alors, voilà, mais ça nous semble important. C'est pour ça que plutôt que le mot de neutralité, on préfère le mot de fiabilité. Alors, le mot objectivité, vérité, moi, personnellement, je ne les utilise plus. C'est trop chargé, c'est revenu plusieurs fois.
c'est tendre le bâton pour se faire taper. Donc, on a choisi le mot fiabilité, parce que fiabilité, c'est-à-dire d'un côté, c'est robuste, ça suit la méthode scientifique. On a des savoirs robustes sur lesquels on peut s'appuyer. Et deuxièmement, ça intéresse des questions de société. Donc, c'est des savoirs dont la société peut s'emparer pour décider. Donc, voilà. Donc, déjà, de dire ensuite, la question, est-ce que quand on fait de l'engagement public, est-ce qu'on va contre des normes scientifiques, qu'elles soient juridiques, déontologiques? Et ça, en fait, quand on lit les textes, non. Il y a une confusion avec la neutralité du fonctionnaire, devoir de réserve, mais ça, c'est quand on est S-fonction. Si on est directeur d'une équipe, d'un laboratoire, quand on évalue, quand on recrute, il faut qu'on soit une certaine neutralité. Mais en aucun cas, le législateur n'a voulu réduire la prise de parole publique du scientifique. Donc ça c'est important. Et les un ou deux procès qu'il y a eu en France de faire taire un scientifique de condamner un scientifique parce qu'il s'est exprimé ont été cassés par la Cour de justice européenne. Pourquoi? Parce que l'expression de ceux qui ont une connaissance, c'est la base de nos démocraties. On voit bien ce qui se passe aux États-Unis, qui prend la voie d'une dictature. Les premières attaques, ça va sur le savoir. Donc c'est vraiment un pilier important. Du coup, à notre avis, on a vraiment insisté sur la liberté individuelle du chercheur de s'engager publiquement. C'est vraiment une liberté individuelle, c'est-à-dire qu'à la fois, on a le choix de s'engager ou de ne pas s'engager. L'injonction qu'on devrait tous être dans la rue, elle n'est pas tenable, ça ne fait pas partie de notre fiche de poste de scientifique d'aller dans la rue et de manifester. On peut choisir de ne pas le faire, mais on peut aussi choisir de le faire. Et il ne faut pas qu'un collectif soit là en juge s'il faut le faire ou pas le faire. Et on a eu tout ce débat, vous en parliez tout à l'heure, est-ce qu'il faut qu'on ait une instance qui dise à nos collègues vous racontez n'importe quoi? Et en fait, en mettant les deux en balance, si demain, effectivement, il y a un gouvernement d'extrême droite qui arrive en France et qu'il y a un outil pour faire taire, on va se précipiter dessus. Donc, il faut plutôt prendre le risque qu'il y ait des collègues qui puissent, effectivement, s'exprimer de façon non intègre, etc., mais préserver cette liberté. Donc, voilà, c'est vraiment un équilibre. Donc, pour le faire maintenant, notre avis est assez pro l'engagement public, hein, mais en même temps, pour le faire, liberté, ça va avec des devoirs. Souvent, on crie beaucoup, on les entend, on dit j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit, mais oui, il y a aussi des devoirs. Je pense que ça s'applique à nous aussi, scientifiques. On a nos droits de liberté qu'on clame beaucoup, on oublie qu'il y a des devoirs qui viennent. C'est une responsabilité. Et donc, pour nous, là où il y a une responsabilité éthique, c'est d'abord de dire d'où l'on parle, puisque forcément, valeur il faut les exprimer, en avoir conscience soi-même. Moi, j'ai mis beaucoup de temps, nous, les scientifiques de physique et de la nature, on pense qu'on est neutre, qu'on vit dans un monde éthéré, donc forcément, dès qu'on va s'exprimer publiquement, moi, je vous présente le rapport du GIEC, c'est forcément neutre, et non. Le ton de la voix que je vais prendre, les choix des illustrations, ça porte un engagement. Et ça, il faut le dire, des valeurs. Donc ça, c'est la première chose. Encore une fois, il n'y a rien à cacher. S'il y a des choses à cacher, c'est là qu'il faut s'inquiéter, et c'est là où les mises en cause de scientifiques par la société peuvent être entendables. Donc c'est là où il faut justement notre avis, c'est pour que notre engagement public ne se transforme pas en attaque de militantisme. Et ça c'est vraiment important. Notre parole est importante, mais il faut faire attention de la faire de façon judicieuse. Et puis évidemment, le deuxième attendu, c'est garder l'intégrité et la rigueur. La tentation qu'on a un micro, de donner une histoire un peu plus sexy, un peu plus d'impact, mais qui frôle avec la connaissance, elle est terriblement tentante et on nous incite en permanence à le faire. Donc là, il faut avoir un travail extrêmement important à l'avance. De la même façon que quand on fait une interview média, il y a 80% de préparation et ensuite l'interview. L'engagement public demande un énorme travail préalable pour réfléchir à quelle est ma légitimité d'exprimer là-dessus, quelles sont les valeurs que je porte, comment je ne vais pas induire mon auditoire en erreur. Donc ça demande un gros travail pour le faire de façon sûre pour soi-même et responsable aussi vis-à-vis de la communauté scientifique, vis-à-vis de son employeur. Les institutions sont très embêtées avec leurs chercheurs engagés. Hein. Il y a plein d'exemples, mais ça permet voilà, évidemment, bon, ça c'est la théorie. Ensuite, en contexte, parfois quand on a 30 secondes dans une télé, on ne va pas lister tous ces engagements, ces valeurs, tout d'où on parle. Bon, voilà, il faut le faire en pratique. Voilà, tout ça pour dire que cet avis du COMETS s'est transformé en un guide, vous avez peut-être vu, hein, publié par le CNRS. Alors, ça a été une longue bataille, on pourrait y revenir, pour voir ce qu'il y avait ou pas dans ce guide. C'était très intéressant, on voit un petit chiffre culturel qui commence à arriver dans nos institutions qui comprennent cette notion d'engagement, d'absence de neutralité et du rôle des valeurs. Donc,
Donc là, je pense on avance. Voilà, et peut-être les deux autres points, juste, mais vraiment je les mentionne, on pourra développer après. J'en parlais tout à l'heure, hein, c'est la distinction des registres de savoir. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est fondamental, non seulement, bon, on va parler à l'école, hein, de qu'est-ce que c'est qu'un savoir scientifique, qu'est-ce que c'est qu'une opinion, qu'est-ce que c'est qu'une croyance, qu'est-ce que c'est, enfin voilà, ces différents registres de savoir et les distinguer. Et aussi d'avoir conscience que la décision, elle est prise en prenant en compte l'ensemble de ces registres, pas juste la science. Alors, souvent, il y a une espèce de dire, bah oui, les sciences scientifiques nous disent ce qu'il faut faire. Non, ça on pourrait y revenir, hein, c'est beaucoup d'autres dimensions, mais aussi dans nos écoles doctorales. Donc, ce qu'on fait de plus en plus, c'est d'aider nos jeunes chercheurs à distinguer la phase d'élaboration de la connaissance scientifique, où là, l'administration de la preuve nous appartient à nous, on en a parlé plusieurs fois, et ensuite de l'expertise, qui est une commande de la société, des politiques, de tout ce qu'on veut, où là, il commence à y avoir d'autres valeurs qui arrivent, de la mobilisation de la science pour la décision, où là, les valeurs de la science, elles sont loin. Et souvent, il y a une confusion entre ces trois registres dans notre communauté. Et moi, même j'en parle d'autant plus facilement que pendant des années, pour moi, tout ça, c'était un espèce d'embryo-oubli pas très clair. Mais pour qu'on reste pertinent, notre expertise irremplaçable, hein, que ce soit en SHS ou en sciences appliquées de la nature, continue à irriguer le débat public et la décision, il faut qu'on ait bien conscience de toutes ces dimensions et voilà, et qu'on soit très vigilant dans nos interventions publiques pour ne pas donner le flanc à toutes ces attaques qui parfois, dans certains cas, sont justifiées. Hein. Voilà, il faut faire attention avec le risque, comme aux États-Unis en ce moment, d'envoyer le bébé avec l'eau du bain. Merci. Frédéric Coulet, donc vous êtes intervenu au début de la journée, vous avez assisté à une partie des interventions. Du coup, peut-être une réaction à la fois sur les interventions de la journée et puis sur ce qui vient d'être dit éventuellement. Alors, j'ai assisté à pratiquement toute la journée. À midi, j'avais une visio, donc j'ai dû m'absenter. Et j'en étais désolée parce que j'ai commencé un temps d'intervention qui était passionnant. Donc, alors, moi, j'aimerais bien réagir sur le volet juridique, en réalité, parce qu'il y a eu un appel au droit. Et comme je mesure, dans le cas des fonctions que j'exerce tous les jours, à quel point le droit n'est pas compris pour ce qu'il est, je voudrais dire quelques mots là-dessus. Alors, il y a eu toute une discussion dans laquelle j'ai essayé de m'insérer, où je retente, mais n'espérons pas trop, sur droit positif, droit négatif, etc. En réalité, la complexité de la liberté académique, elle vient du fait que tantôt on est dans la liberté positive, tantôt dans la liberté négative. Et je vais prendre une autre liberté pour qu'on comprenne rapidement de quoi il s'agit. Quand on parle du droit au procès, le respect du droit au procès, ça suppose de la part de l'État tantôt qu'il agisse, tantôt qu'il s'abstienne. Il doit agir, il doit recruter des magistrats, il doit les former, il doit mettre à disposition des moyens pour qu'on ait des... Et puis il doit s'abstenir de s'ingérer dans les procédures. Voilà, donc ça montre bien la complexité des questions de liberté et on pourrait en discuter longuement. Je pense qu'il y a encore des champs sur la définition juridique de la liberté académique qui ne sont pas encore complètement calés. Alors, il y a des questions qui ont été abordées, des propositions qui ont été faites. Moi, je suis quand même frappée d'une chose, c'est que, alors sauf que, à ce que ça m'est échappé, on n'a pas parlé du statut de lanceur d'alerte, ou alors en tout cas pas de manière explicite. Il y a quand même un statut protecteur du lanceur d'alerte qui peut être mobilisable. On devient, dans certains métiers, plus rapidement qu'on ne le pense, un lanceur d'alerte. C'est le cas des journalistes, c'est le cas des médecins. Irène Frachon est devenue lanceuse d'alerte, constatant une réalité. Quand on travaille en tant que chercheur sur les questions climatiques, sur des questions diverses, on peut, à mon avis, assez rapidement être lanceur d'alerte. Et je suis fait la réflexion en vous entendant, et sachant que, par exemple, une chercheuse dans le périmètre Paris-Saclay comme Valérie Masson-Delmotte, m'a-t-on dit, est présentée comme une islamo-gauchiste sur les réseaux sociaux, ce qui me semble une rigueur irréprochable au regard de son champ de recherche et des objets dont elle se saisit. Sur le lien
entre, alors sur la protection fonctionnelle, Journaliste du Point, il faut le dire. oui, 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 bon, voilà. Sur la question de la protection fonctionnelle et de la protection contre les procédures bâillons, alors le droit européen a évolué récemment sur les procédures bâillons, donc il pourrait y avoir, je n'anticipe pas qu'il y aura nécessairement une meilleure protection, mais en tout cas contre les intérêts des gros groupes, etc. Il y a eu une prise de conscience de l'importance de cette réalité qui pourrait conduire à des changements. Et moi, ça me semble difficile en tant que juriste de dire que dès lors qu'il y a une procédure qui peut être comprise comme une procédure bâillon, il faut une protection fonctionnelle avec financement, etc. Je pense que c'est plus compliqué. Enfin, il y a un sujet de réflexion qui est évident, mais qui est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et pour ce qui est des procédures disciplinaires pour lesquelles il faudrait un dépaysement des affaires pour les collègues politisés, ça suppose de dire ce que c'est qu'un collègue politisé, ce qui est déjà un sujet de droit en soi. Et ça suppose aussi peut-être de bien réfléchir à tout ce qui est la procédure disciplinaire dans le système universitaire français, puisque c'est une procédure, c'est une justice par les pairs. Alors la justice par les pairs se caractérise par le fait que c'est une justice particulière, parce que les questions sur lesquelles on est susceptible de se prononcer sont des questions qu'un magistrat classique aura du mal à apprécier, sur lesquelles il pourra difficilement se prononcer, mais c'est aussi une justice qui est accusée d'un manque de transparence, d'un manque de lisibilité. Et donc, dans un contexte où les chercheurs et les enseignants-chercheurs sont perçus comme des nantis, comme des privilégiés, etc., il faut à la fois se soucier de la protection des droits des collègues et puis dans le même temps, ne pas donner l'image d'une institution qui se préserve, qui s'auto-congratule et qui s'auto-exempte de règles. Voilà, c'est vraiment général. Alors, sur la question de la constitutionnalisation de la liberté académique, je partage totalement ce qui a été dit. En fait, l'autorité juridique, c'est une chose, le contenu de la norme aussi, et de toute façon, une norme au plus haut niveau, dans un contexte où tout s'effondre, ce qui est un peu le contexte actuel, c'est pas forcément enfin, ça n'apportera pas nécessairement une plus-value absolument considérable. L'exemple qui a été donné de l'Allemagne ce matin était très parlant, de ce point de vue-là, sur le décalage entre la réalité de ce qui est vécu et puis l'autorité de la liberté académique. Moi, je voudrais peut-être revenir sur deux choses qui n'ont pas été vraiment abordées, ou en tout cas telles quelles. Peut-être trois, mais très rapidement. Sur la question des universités, de la faiblesse des universités, il y a une question qu'on passe un peu sous silence, qui, moi, me semble d'une très grande importance depuis là où je parle et au regard de ce que j'ai fait depuis que je suis universitaire, donc un peu longtemps maintenant. C'est la question de la démocratie universitaire, et notamment la question des gouvernances et la question des présidences. Problème local. Non, non. Alors, bon, pour le coup, j'essaie d'éviter ce sujet-là, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il suffit de regarder pas trop loin, en allant vers le centre de Paris, pour bien se rendre compte que selon que la présidence d'une institution est assurée par un universitaire, par un académique, par un scientifique ou par un politique, l'idée même de liberté académique n'est pas saisie de la même manière. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'avoir un universitaire à la tête d'une institution est une garantie absolue du respect de la liberté académique, mais je pense que ne pas avoir un universitaire à la tête d'une institution emporte une part de risque bien plus grande, en particulier quand on est dans des nominations qui sont hautement politiques. Ce qui n'empêche pas donc toutes les démarches collectives. Naturellement, le soutien collectif est important. Le rôle des sociétés savantes peut être important, mais aussi les démarches collectives des collègues. Dans ma propre communauté, par rapport, je suis internationaliste, hein, dans le contexte de la guerre à Gaza, nous avons une démarche collective, très collective et internationalisée pendant l'été, alors qui ne change malheureusement rien au drame.
mais qui me semble avoir été assez exemplaire. Enfin, il y a une question qu'on n'a pas abordée qui me semble devoir être réfléchie par les sciences humaines et sociales, et je vous partage là ma réflexion au moment où on se trouve maintenant. On parle beaucoup de recherche et de valorisation. La valorisation, c'est quelque chose de très clair pour les sciences dures, ça a à voir avec l'argent. Pour les sciences humaines et sociales, cette articulation entre science et argent, elle est problématique, puisque nous avons essentiellement amené des problèmes et de la critique et du désaccord, ce qui est quand même le cœur de notre métier. On doit apporter une réflexion critique sur les phénomènes sociaux, l'histoire, etc. Les juristes y compris, contrairement à ce que pensent souvent les non-juristes. Les pathologues aussi. Voilà. Et de ce point de vue-là, peut-être qu'il faudrait, dans le prolongement de tout ce qui a été dit sur il faut parler à la société, etc., il faudrait peut-être qu'on réfléchisse enfin moi c'est ma conclusion sur les sciences humaines et sociales, à expliciter mieux ce qu'est la valorisation pour les sciences humaines et sociales. Participer à l'élaboration d'un rapport qui remet en cause une vérité nationale et qui montre la responsabilité de la France dans les crimes au Rwanda, par exemple, pour moi, ça peut tout à fait se défendre sur le terrain de la valorisation. Et je pense qu'on a quelque chose à inventer et à sublimer sur ce que l'on est capable de faire en la matière. Est-ce que je peux réagir juste sur ce point-là de la valorisation et des SHS, parce que c'est un autre point que je voulais faire, c'est on se rend compte, nous, pour que l'information, le savoir qu'on produit soit utile à la société, on a besoin des SHS. Et de plus en plus de questions doivent être menées dès le début de façon totalement interdisciplinaire. Et là, la valorisation est énorme. Quel choix de société il faut faire? Et aujourd'hui, on voit bien que nous, climatologues, on est parfois un peu démunis, on est en première ligne face à des questions que la société nous pose, où on va être soit naïf, soit instrumentalisé, soit les deux, soit tout ce que vous voulez. Et une publication intéressante qui est sortie la semaine dernière dans Earth Future disait en fait il y a 5 dimensions à prendre en compte pour que l'information que nous, climatologues, scientifiques, sciences inhumaines, j'ai envie de les appeler, soit pertinente. D'abord, c'est l'évaluation du risque. Donc le risque perçu, le risque acceptable. Et dans la notion de risque, il y a certes l'aléa, où on est des experts de l'aléa, est-ce qu'il va y avoir plus d'événements extrêmes, mais il y a l'exposition à la vulnérabilité. C'est des choix de société. Et donc tous ces éléments-là, souvent ils sont dépolitisés parce qu'on va parler que de l'aléa. Donc là, on a besoin Ensuite, il y a évidemment la complexité scientifique du problème. Ok, ça c'est ce qu'on connaît, on va avoir l'expertise. Après, il y a la question, on a parlé des valeurs des parties prenantes. Qu'est-ce qui est important pour eux, d'où ils parlent, c'est différent registres de savoir dans les SHS. Il y a la question du vocabulaire, des mots, comment ils sont perçus, ça a été dit aussi. Et voilà, donc toutes ces dimensions-là, des rapports de pouvoir, oui, voilà, c'était le 5e, c'est le rapport de pouvoir. Les rapports de pouvoir entre les scientifiques et les porteurs d'enjeux, au sein des scientifiques, entre les SHS et les pas SHS, au sein de bref. Et ces 5 dimensions, si on ne les apporte pas, on n'est pas pertinent. Et pour nous, notre nouvelle frontière, c'est pour ça qu'on a créé ce centre climat-société PSL, c'est qu'on sent bien que pour que notre science continue à être pertinente, il faut qu'on travaille complètement, dès le début, dès les questionnements, avec les SHS. Donc c'est un gros morceau, mais ça peut peut-être contribuer à ce dont vous parlez. Je fais circuler la parole si vous voulez réagir, poser des questions aussi sur comment éviter les empêchements variés que subit le monde académique ou que va subir le monde académique. Est-ce que vous avez des choses? Oui. Oui, une remarque, il me semble qu'il faut aussi sensibiliser les politiques à ces questions et avoir des gens qui profitent du lutte parlementaire pour faire passer un amendement qui nous aide à protéger notre adversaire pour fréquenter. Il y a quand même souvent une méconnaissance du monde académique, de la manière dont il fonctionne. Donc, trouver des alliés, voilà, je vais dire autrement, c'est pareil.
J'ai fait une expérience de 5 quand j'étais justement à l'ONEMA, on était beaucoup en contact avec le ministère, et sous pression politique, indirecte quand même. C'est qu'il y avait en 2012 une forte action pour définancer et remettre en cause la recherche. Enfin, ça faisait déjà 10 ans. Mais bon, une nouvelle étape. Et du coup, on s'est un peu mobilisé quelques-uns en interne parce qu'on avait des contacts privilégiés pour aller voir des gens. Et j'ai eu à négocier de la chose avec un député. Et quel est l'axe qui les intéressait? En gros, faire de la science, progresser les connaissances, ils s'en fichent. Ça coûte des sous. La formation, tout ça, l'intelligence collective plus. Et l'axe qui restait et que je pouvais aussi défendre à partir de mon poste, c'était qu'on a besoin, alors oui, la science pour l'expertise, la bonne décision, ouais, c'est qu'on en a besoin pour l'innovation et pour l'industrie française. Et donc pour le business derrière. Et alors, donc, de tout cet échange qui est resté, la décision qui a été prise, je ne sais pas si c'est exactement, qui a été prise quelques mois plus tard seulement, ça a été à NRT, et puis critères innovation dans tous les projets de recherche, et les chercheurs devront prouver qu'il y a des entreprises démontrer qu'il y a des business derrière. Voilà. Ça, c'est mon expérience de la tentative de sensibilisation des politiques. Alors maintenant, pour essayer aujourd'hui, ça marche pas peut-être mieux. Il n'y a pas de politique à voter des trucs qui sont mauvais pour la terre. Personne ne le sait. C'est dans les programmes, c'est rarement une question, alors que on a vu que une pollution, c'est quand même assez indispensable, surtout qu'il y a un débat démocratique. La grosse question, c'est peut-on avoir un débat démocratique? C'est vrai, donc il y a un adhérent. Patrick, Oui, à ce sujet, tous les ans, il y a une commission, plusieurs commissions de l'Assemblée nationale qui demandent à discuter avec les secrétaires généraux des organisations syndicales. Tous les ans, on y va avec des explications, des chiffres. Alors, ils s'en servent ou ils ne s'en servent pas, ça ne vaut pas. Hein. À l'arrière, il n'y a aucun compte à nous rendre. Par contre, on l'a vu donc avec le HTERS qui a été supprimé à l'Assemblée nationale suite à l'intervention d'Arnaud Saint-Martin, chercheur au CNRS par ailleurs, avant d'être député, Hendrik Davy, qui est chercheur à l'INRAE avant d'être député, donc on en a. Au Sénat, moi je connais Pierre Oudoulias, qui est un chercheur de recherche depuis longtemps sans doute, mais bon, il est au CNRS aussi. Et d'ailleurs, je vais le contacter pour la proposition de loi qui sera discutée d'ailleurs avec les syndicats lundi après-midi, dans la proposition de loi qui a été mentionnée ce matin, là, qui sera soumise au Sénat, dans lequel moi j'ai trouvé beaucoup de fois le mot enseignant-chercheur et pas souvent chercheur. Le masculinisme, c'est là monsieur féminin. Donc j'insiste sur le fait que là, on a beaucoup parlé d'université aujourd'hui, parce que c'est le cas aussi où on est, mais il y a des organismes nationaux de recherche qui sont, bon, vous les connaissez, ils doivent être sauvés mordicus aussi, et en particulier dans le système d'évaluation des commissions de spécialistes, le comité national pour la recherche scientifique au CNRS, etc., qui témoignent d'une évaluation collégiale par des pairs à majorité élus. Ce sont des choses avec leurs limites, un fonctionnement avec les limites, que parfois certaines contestent en disant ils font leur tambouille entre eux, là, comme ça c'était un petit peu dit comme un risque dans le grand public d'apparaître comme des gens qui travaillent sur nous. Voilà, donc les politiques, on est en relation avec eux, avec elles, mais effectivement, quand on écoute Philippe Baptiste, notre bon ministre, pour lui, les députés s'en foutent. Et c'est assez affligeant. Le ministre qui nous dit, moi, j'ai pas le choix, j'ai le Premier ministre qui fait des arbitrages, et puis les députés s'en foutent. Alors, à vous d'aller voir vos députés. Voilà comment on est défendu. Oui, sur votre question sur les relais vers les politiques, c'est intéressant de voir comment d'autres pays s'organisent. Et en France, on n'est pas super bien organisé. Bon, maintenant, ceci dit, le budget, bon, il baisse un peu, etc. Mais c'est pas non plus la catastrophe. Bon, on peut avoir un débat là-dessus ou pas, mais bon, c'est voilà, comparé à d'autres pays, la France a quand même une recherche de qualité qu'elle garde. Alors, on peut voir le verre à moitié plein, à moitié vide, mais moi, ce que je voulais poser, le point de nos relais est organisé.
En France, dans d'autres pays, il y a des académies des sciences, il y a des sociétés savantes qui vont jouer un rôle. Bon, justement, bon, je ne pense pas que ce soit des chercheurs individuels. Alors, on peut aller voir notre député, on peut aller, mais bon, voilà. Et ces organisations frontières savantes, appelant comme on veut, elles ont, dans ces autres pays, je prends la Grande-Bretagne, les États-Unis, ok, les États-Unis, j'ai un mauvais exemple, mais pendant longtemps, ça a bien fonctionné. Elles connaissent, elles ont les relais, elles savent comment fonctionne le système politique. Ils ont des gens qui sont dédiés à ça. Et donc, alors ça peut être le rôle de syndicat aussi, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en France, on n'a pas vraiment l'Académie des sciences. Moral et politique, là, Moralement politique ou l'Académie même des sciences, enfin bref. Et en fait, et de plus en plus, et c'est là aussi où, par exemple, le fonctionnement en besoin est intéressant, ça va être de l'appui pluridisciplinaire. Un des gros problèmes de notre Académie des sciences, c'est que c'est l'Académie des sciences inhumaines. Et donc, plein de problèmes de société, ils vont, enfin bon, c'est enregistré, tant pis pour moi, hein, voilà. Ils vont passer complètement à côté de certains enjeux fondamentaux parce que il n'y a pas les bonnes personnes autour de la table, juste. Hein, c'est pas qu'ils soient mauvais. Et donc, je pense qu'on a vraiment un souci voilà, de nous organiser collectivement pour vis-à-vis des porteurs d'enjeux. Mais il n'y a pas que il n'y a pas que les politiques, hein, il y en a plein pour que ces questions-là soient instruites comme elles devraient. Mais je pense que cette difficulté-là, elle a à voir avec une réalité sociologique française, hein, qui est que cette distinction entre sciences humaines et inhumaines vient directement du lycée, où les sciences humaines sont quand même très dévalorisées, hein. Et puis, une autre dimension aussi, c'est que contrairement à beaucoup d'autres pays, les élites politiques, globalement, ne viennent pas de l'université en France. Et la distinction entre grandes écoles et universités est là. C'est pas du tout le cas en Allemagne, c'est pas le cas aux États-Unis, où vous avez beaucoup d'universitaires qui ont un rapport direct avec la sphère politique. Merci beaucoup, c'était une discussion. Je ne voulais pas interrompre parce que c'est très intéressant, mais je vais l'interrompre quand même. Je trouve que c'est très, très intéressant, mais j'ai un petit regret que je reste aux organisateurs de l'événement. Pour moi, la liberté académique, elle concerne non seulement la production de connaissances, mais la transmission. Je ne veux pas séparer les problèmes de production de ceux de communication et de transmission. Et je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas eu un seul professeur de collège. Parce que les enseignants de collège, ils sont confrontés tous les jours au problème de leur liberté. Ils n'ont pas la liberté d'enseigner ce qu'ils veulent. À la fois, alors, il y en a qui ont payé leur force. Et voilà. Et c'est plus grave encore que de payer de sa carrière quand on est au CNRS ou quand on est précaire. Et je veux dire que dans la valorisation, on évoquait la valorisation de recherche, je pense qu'il serait très important de poser le problème de la liberté académique au niveau des enseignants du secondaire, même aux instituteurs, et d'étendre le débat que nous avons ici aujourd'hui dans la formation des enseignants, enfin de les aider, parce qu'ils sont vraiment, soit ils fuient, ils n'y vont plus, et on sait que c'est la catastrophe, soit ils y vont en reculant, en disant, je témoigne de volonté. Donc, c'est une suggestion. Peut-être sur ce mot-là, parce que moi, je suis aussi président de l'Office pour l'éducation au climat, donc ça fait une petite dizaine d'années que je suis ces questions de formation des enseignants pour la question climatique, mais on a vu qu'ils sont plus larges. Je pense qu'il faut distinguer dans la liberté académique aux enseignants. Alors, il y a la liberté pédagogique, mais il y a un programme scolaire. Ce programme scolaire, il est défini par la nation, alors plus ou moins bien, plus ou moins, voilà, en disant, bon, voilà les domaines et les notions, il faudrait que 16 ans, à 18 ans, aient sorti. Ensuite, la mise en œuvre pédagogique, là, est la liberté, même si parfois ça peut se traduire par la liberté de faire n'importe quoi. On l'a vu sur la lecture, il y a eu du grand n'importe quoi sur l'apprentissage de lecture, dont on paye aujourd'hui une génération. Donc ça, on va y revenir depuis quelques années. Non, Pardon. Alors,
bon, c'est un sujet qu'on a bien regardé au CESED, là, au Conseil scientifique d'éducation nationale, hein, et donc on essaye maintenant qu'il y ait un petit peu de science qui arrive dans les prises de décision de l'éducation nationale. Bon. Mais donc, je pense pour moi, les problèmes se posent différemment pour un enseignant. Je vous rejoins sur la difficulté du métier, hein, c'est qui est souligné de partout. Mais pour moi, c'est un sujet un petit peu différent que celui de la liberté académique dont on parle aujourd'hui. Voilà. Même si les deux peuvent être liés, mais c'est je pense, des enjeux et des problématiques quand même différentes. Il y a quand même des moments, enfin, je suis moi-même enseignante-chercheuse dans des instituts, et il y a quand même une prise de contrôle du rectorat sur les inspects. La différence entre les SP et les inspects, c'est que c'est le rectorat qui nomme le directeur ou la directrice. Il y a la liberté universitaire. Et il y a certains cours, en tant que philosophe, évidemment, on va être amené à former les futurs enseignants à enseigner les valeurs de la République, par exemple, et on voit bien les tensions qui commencent entre l'éducation nationale et la manière dont on voit les choses. Voilà, et les étudiants qui sont entre deux. Alors là, effectivement, il y a un nœud, mais en même temps, enfin, c'est une discussion philosophique. Est-ce que l'éducation des jeunes décidée par la nation relève de la même chose que la recherche dans... Non, mais quand on va enseigner la laïcité, d'accord, c'est écrit dans les programmes, ça a été décidé, on a décidé que c'était plus important que d'enseigner, je ne sais pas quoi, des cours. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on met derrière cette idée de laïcité? Voilà. Donc, est-ce que derrière, on met de la bonne recherche sur la laïcité, l'histoire de la laïcité, voilà, ou est-ce qu'on met une espèce de prêt-à-penser qui ne correspond pas à... Alors, ça, le contenu, c'est le Conseil supérieur des programmes. Avec... Oui, mais derrière le programme, la formation des enseignants. Heureusement, le programme laisse quand même une marge. L'autonomie aux enseignants. Oui. Et effectivement, il y a des pressions en fonction des régions dans lesquelles on enseigne, des milieux auxquels on enseigne. Il y a des textes qui sont devenus impraticables. Non, ça, je pense qu'il faut le voir. Dans la réforme qui vient, la moitié des enseignements sont assurés par des professeurs du primaire et la moitié par des universitaires. Les universitaires, des gens qui sont rattachés à une université. Et donc là, il y a soit l'occasion de travailler avec ses collègues du secondaire et de faire vraiment des choses intéressantes, soit c'est malheureusement parti comme ça, de faire en sorte qu'on ne se rencontre jamais et de proposer un truc complètement éclaté. En fait, j'ai l'impression que peut-être dernier point là-dessus, et sur cette question, il y a une grande ambition et sur papier ce que ça devrait être, puis en pratique, c'est souvent là que le bas blesse, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez mal organisé, un intendant suivra. La particularité de la laïcité, c'est quand même qu'on parle d'un contenu qui est contesté, et qui n'est fait. Donc, ça place nécessairement les enseignants dans des conditions, dans une situation qui est dangereuse pour eux et qui est problématique, comme quand on fait la recherche sur le climat. Question socialement. C'est pas leur hiérarchie qui leur fait peur. Oui, c'est les parents. C'est les parents des élèves. On est dans Les deux. comment Les deux, mon capitaine. fait peur aux enseignants par rapport à... On commence à dépasser et à s'éloigner. Donc, une rapide intervention de... J'ai réalisé qu'il y avait un petit manque, c'est l'absence de la franchise académique, c'est-à-dire le droit la suspension du droit de police à l'intérieur des établissements. Et c'est très important parce qu'il a résisté pendant un millénaire, même sous l'Inquisition, et il cède sous la pression depuis 4-5 ans. Et donc, ça pose la question non pas de l'identité de la présidence, mais aussi que la communauté universitaire se saisisse d'aller critérier auprès de la présidence que s'il y a atteinte aux personnes et à une certaine catégorie de biens, si c'est un peu grave pour les biens, on peut comprendre, mais en tout cas pour les personnes, ça c'est une ligne rouge.
à l'intérieur de l'université, on ne s'attaque pas aux personnes, point. Mais critérier de sorte à ne pas avoir, on a quand même eu des interventions au nom des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est grave. Puisqu'on est sur le domaine de l'université, qu'il y a peut-être des dérives qui viennent, le développement des ZRR, des zones à régime restrictif, des comptes, etc., au niveau des gouvernances universitaires, comment on se situe par rapport à ça? Est-ce qu'on se dit peut-être faire attention, ne pas préparer les outils qui... Alors, attendez, moi je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que je ne connais pas le dossier déjà. Et puis, mais en revanche, ce à quoi j'ai pensé en entendant ce qui était évoqué sur les ZRR en général, c'est une problématique qui a à voir avec les ingérences étrangères, on n'aborde pas, mais il y a un vrai sujet là. Pour le coup. Alors, Les chercheurs français, c'est fait en PC. je me pense pas du tout sur le cas Voilà. dont on parlait, hein, mais ça soulève la question des ingérences étrangères et là-dessus, il faut pas être naïf. Alors, voilà, dernière... Pas du tout parler du problème de l'édition des éditeurs. Oui, mais garder des éditeurs indépendants ou avoir ses propres presse universitaires. Alors là, pour le coup, il y a une politique de l'université actuellement pour avoir ses propres presses universitaires. C'est Étienne Auger qui a œuvré, qui travaillait sur le dossier. Donc là, pour le coup, ça, c'est en cours au regard du texte que l'on connaît, qui est extrêmement compliqué et défavorable aux chercheurs. Hein. Dernière remarque, puis après on... Rapidement, pour expliciter, donc, parmi les ressources sur lesquelles s'appuie éventuellement, donc il y a l'Alliance pour la liberté académique, ALIA, et beaucoup de discussions d'information et de ressources pratiques et juridiques. Roger Besser, qui a fait ses 11 propositions, et je l'ai récupéré, qui travaille aussi sur la théorie de la défense académique très longtemps, sur le principe de des gens. Policy Commons, vous connaissez peut-être, qui, notamment, comme ça avait été évoqué, qui s'occupe des biens communs, mais qui propose aussi, surtout après l'offensive papière, un hébergement pour les bases de données et les métadonnées. Donc voilà, donc ça peut être une solution aussi à proposer quand il y a ce risque-là, même en France pour d'autres raisons. Et puis, je le redis, et puis on peut expliquer, les syndicats aussi s'occupent de défense en interne des droits des employés. Alors maintenant, en général, tout ça est confondu, et même s'ils n'ont pas, c'est pas des juristes, etc., ils ont l'expérience, ils ont des aides, ils peuvent proposer des aides et aussi une forme de solidarité. C'est quelque chose à ne pas négliger également quand on est individuellement en position de devoir défendre. Merci, ben on va peut-être s'arrêter sur ça. Il existe des outils. Merci.